Le sujet du jour, ça va être la qualité des données, de la donnée, la qualité de données, la data quality. Euh, c'est un concept qu'on va revenir et l'objectif ici, c'est de vous montrer comment on le traite chez Dataiku, quels sont les problèmes qu'on va chercher à résoudre et potentiellement vous donner une petite visibilité sur la roadmap à court terme qu'on va avoir là-dessus. Donc aujourd'hui, la partie... Ah, pardon. Il y a ma photo. J'espère que je ressemble encore à ma photo. Normalement, elle est plutôt récente. Donc on va avoir trois aspects sur la qualité de la donnée. Les défis. Quels sont les défis que vous rencontrez? Qu'est-ce qu'on entend auprès des clients? Là encore, on ne fait que rassembler ce que vous nous dites, ce que disent les analystes et ce que dit le marché. On va voir comment est-ce que dans Dataiku, on peut déjà traiter un certain nombre de ces défis. Et ensuite, quel est le next step qu'on voit et quels sont tout ce que vous pourrez faire au sein de Dataiku sur la qualité de données. Donc aujourd'hui, là, c'est plutôt une tendance marché. La qualité de données est un problème et sur un sondage qui a été fait, on voit clairement qu'il y a une grosse pression entre le data engineer, le data analyst et potentiellement le business user qui va consommer la qualité de la donnée. Et donc potentiellement, le chiffre qui est assez impressionnant, c'est que seulement 7% des problèmes de qualité de données sont résolus a priori. Donc ce qui veut dire qu'il y a des problèmes de qualité de données qui sont vus trop tard et qui potentiellement agissent sur la confiance qu'on peut avoir dans la donnée, donc confiance dans le report et confiance dans la décision qu'on va prendre de ce travers-là. Donc c'est forcément plutôt problématique. Les grands thématiques qu'on peut voir, quels sont les problèmes qu'on identifie ou quels sont on va dire, les plus gros points. Il y a définitivement la complexité de la donnée, ce qui rentre, comment est-ce qu'elle est intégrée. La vitesse d'intégration, c'est-à-dire qu'il y a des données qui arrivent potentiellement tous les jours, toutes les semaines. Comment est-ce qu'on arrive à les mettre dans un format de standardisation et dans un processus de standardisation des données. Il y a la responsabilité. Ça, on va voir que c'est quelque chose d'assez important. C'est qu'aujourd'hui, la responsabilité de la donnée est plutôt facile en disant la table est côté IT ou côté équipe data. En revanche, la qualité de la donnée qui est dedans, malheureusement, il n'y a plus personne qui s'engage dessus. Il y a la complexité des outils. C'est entre les différents outils de l'écosystème qu'on peut avoir en termes d'ingestion sur le data lake, les ETL, les outils comme Dataiku de génération d'IA. Donc comment ces outils, comment est-ce qu'on peut les consolider? Et à la fin, le silo. Alors le silo n'est pas forcément sur la donnée en tant que telle, parce que clairement, les infrastructures aujourd'hui s'appuient sur un data warehouse ou un data lake qui est géré, mais c'est plutôt les silos sur les départements qui accèdent aux données et comment, en fait, il y en a certains qui prennent des décisions, qui font des analytics qui sont très utiles, mais qui ne les partagent pas. Donc on peut revenir un peu sur le concept qui était présenté ce matin par Michelin, c'est de dire j'ai plein de monde partout, alors chacun fait ses petits trucs dans son coin, mais comment je profite du réseau pour essayer d'arriver à quelque chose. Donc ça, c'est vraiment la partie silo, c'est plus départemental que technique, on va dire. Parce que technique, aujourd'hui, normalement, on va dire qu'il y a une certaine standardisation sur les architectures de données. Voilà, petite allusion à Giroud, hein. Parce qu'on parle d'argent à la fin, c'est toujours une histoire d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que Giroud, il y a 20 ans, il était au top. Il était au top. Mais donc, il y a 20 ans, on avait déjà des problèmes de qualité de données. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose sur lequel on se dit qu'on a découvert. C'était déjà un problème. Et en fait, le problème était, on va dire, connu. Et on se dit que potentiellement, entre un problème qu'on ne réglait pas à la prévention, il y avait un facteur de 1 à 100. Qu'à la fin, si on le réglait à la fin, ça nous coûtait plus cher. Certes, ça, on va dire, ça veut dire que le sujet n'est pas nouveau et qu'il a toujours été là. En revanche, ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est super. C'est multiplié par 10. Normalement, il y a un 1000 en bas. Donc là, vous voyez, il y a le $1000. C'est qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher. Puisqu'il y a plus de données, puisqu'il y a plus d'utilisation, puisqu'elle est plus démocratisée, ça coûte beaucoup plus cher. Donc on en revient tout de suite, c'est de se dire, le problème de qualité de données reste à peu près équivalent. Enfin, il n'y a pas des nouveaux problèmes qui sont arrivés. C'est juste qu'il faut les traiter. Et ne pas les traiter, ça coûte plus cher. Et bien sûr, on n'a pas envie de dépenser de l'argent pour faire des choses qui sont inutiles. Et si on pouvait récupérer l'argent chez Dataiku, ça nous arrangerait aussi. Quels sont les défis qu'on va avoir aujourd'hui? Les trois principaux défis, c'est
trop de données. Et donc c'était ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de données qui arrivent, beaucoup d'utilisateurs qui veulent consommer la donnée, même des gens non experts qui veulent se dire je veux faire des analytics parce que je veux être data-driven, je veux que mon club de rugby régional ou voire même de ma commune puisse utiliser des données et soit data-driven. Donc on a plein d'utilisateurs qui veulent utiliser les données, c'est une problématique. Le problème de data qualité, c'est un problème, pas seulement on pourrait se dire que c'est le data engineer qui est responsable et qu'il a mal fait son boulot, mais en fait, c'est pas du tout ça. On va voir que c'est pas du tout un problème lié à un persona de la chaîne de valeur. Parce qu'au final, il y a un business user qui peut voir un problème de qualité de données qui ne sera jamais vu par un data engineer parce que pour la simple et bonne raison qu'il ne le voit pas de la même manière. Et le dernier point, c'est quand on commence à se dire ah ouais, dans la table, j'ai des lignes vides et tout ça, le data engineer se dira attention, je vais juste checker le nombre de lignes vides dans ma table. Peut-être que l'utilisateur d'après se dira non, mais c'est pas, mon problème, c'est pas les lignes vides, mon problème, c'est les lignes qui sont vides où il n'y a pas zéro. Enfin, il faut avoir le même, on va dire, socle technique et le même environnement de discussion pour parler là-dedans. Donc il faut avoir une approche à la fois collaborative, parce que tout le monde a potentiellement son mot à dire sur la qualité de données et l'utilisateur final, et aussi proactive dans le sens où il faut essayer d'identifier au maximum les problèmes en amont. Et pour ça, il faut communiquer. Il faut communiquer bien en amont avec les bonnes personnes. Donc ce qu'on essaie de voir, c'est qu'aujourd'hui, on a de la donnée brute. Donc c'est un peu l'image de gauche. Si on a plein de données, elle est là, on a plein de tables partout, on a plusieurs data sources, c'est très bien. Ok, c'est parfait. Ce qu'on aimerait avoir, c'est potentiellement quelque chose qui est classifié, codé, documenté, accessible, et parce que c'est pas seulement une bibliothèque qu'on cherche, mais c'est qu'il y a des gens qui l'utilisent. Si les gens ne l'utilisent pas, ça ne sert à rien. Donc il y a vraiment cette optique qu'il ne faut pas oublier, c'est que sans l'utilisation, la donnée n'a pas forcément besoin d'être mise à jour, ou à la fin on peut juste la déprécier et pas la rendre visible. Donc il y a vraiment l'histoire d'utilisation qui est aussi important à prendre en compte. Donc comment est-ce qu'on va gagner, comment est-ce qu'on va faire aider on va aider les équipes data à gagner la confiance des organisations. Donc comment justement les équipes qui sont en charge de la donnée vont pouvoir participer et s'assurer que ce qu'ils livrent a de la valeur. Donc on va avoir 3 étapes là-dessus. Il va y avoir la découverte, donc ça c'est comment au travers de Dataiku on va faciliter la découverte de la donnée, comment on va fiabiliser, donc fiabiliser ça va être vraiment cet objectif de le faire ensemble, et comment on va, une fois que c'est fiabilisé, comment est-ce qu'on va s'assurer que ça reste fiable. Et donc c'est pas parce qu'une fois que c'est fiabilisé, la donnée est mise à jour, on a besoin de s'assurer d'avoir des contrôles qui permettent de s'assurer que la valeur qui est générée reste toujours la même. Et à la fin, partager. Donc le partage, j'en reviens, c'est quelque chose d'assez important pour justement ne pas refaire ce qui a déjà été fait potentiellement par d'autres équipes data et pouvoir enrichir au fur et à mesure tout ça. Donc sur la partie découverte, quelles sont les questions qu'on voit justement au milieu de cette espèce de bibliothèque sans nom dans laquelle on ne se retrouve pas? C'est comment détecter les anomalies sur les données que je viens de récupérer, quels sont les problèmes, qu'est-ce que je vois, est-ce qu'on peut m'aider à profiler les données pour savoir quels sont les problèmes? Comment est-ce que je peux aller plus loin dans l'analyse? C'est-à-dire j'ai fait une première analyse, je vois que la table elle contient des transactions ou elle contient des résultats. Qu'est-ce que je peux faire de plus sur les analyses statistiques de cette table pour en savoir un peu plus? Pas forcément en regardant ce qu'il y a dedans. Et comment est-ce qu'on peut, on va dire, appliquer des composants Stoddard à cette donnée? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont déjà été faites par d'autres personnes sûrement, qui se sont dit, tiens, j'avais une table de transaction qui est la même, qui était similaire, j'avais des problèmes similaires, donc est-ce que je pourrais réutiliser un composant plutôt générique pour appliquer les mêmes règles et pour essayer de fixer les mêmes choses? Ça, c'est quelque chose, pareil, la réutilisation qui est quelque chose d'assez important de par démarrer à chaque fois du début. Donc là-dessus, sur ces 3 problématiques, forcément, on a des solutions. Sinon, on ne donnerait pas les problématiques. Le premier, ce qu'on va chercher à faire au sein de Dataiku, c'est vraiment dans la découverte des données, c'est à partir du moment où elles sont incluses dans Dataiku, fournir du profiling et surtout identifier de manière statistique et potentiellement les indices de data quality. Là, ce qu'on peut voir sur le screenshot, c'est qu'on a une petite barre verte et rouge. Alors, ça reste
On peut se dire que c'est simpliste, mais c'est déjà une première indication qui permet de savoir à quel point, quel est on va dire le pourcentage de données qui ne sont pas forcément dans l'état dans lequel on voudrait qu'elles soient. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est pas forcément faire des lignes vides ou pleines, mais aller dans ce qu'on appelle des meanings, c'est potentiellement identifier à cette colonne, se dire cette colonne, ça doit être un numéro de téléphone. Et donc si le numéro de téléphone, s'il est mal formaté, potentiellement ça ira dans le rouge. Donc aller un peu plus loin dans la découverte et dans on va dire le profiling pour identifier tout ce qui pourrait être nécessaire la première fois qu'on voit les données. Ensuite, c'est ce que je disais, il y a la partie analyse en profondeur. Donc là, c'est toute l'analyse statistique des tables et des données auxquelles on peut avoir accès au sein de Dataiku à partir de la colonne ou dans le right-hand panel. Donc c'est comment est-ce qu'on peut avoir pas forcément une idée du contenu et de la distribution du contenu et comment est-ce qu'on peut être, on va dire, plus à même de comprendre la structuration interne de la donnée. Le dernier point, et je pense que c'est un point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au final, chez Dataiku, notre objectif c'est de la donnée, elle a potentiellement plusieurs fins, et il y a une fin qui est faire du machine learning ou de l'AI. Donc dans les données qu'on va voir, potentiellement il y a des data scientists qui vont venir voir la donnée, donc est-ce qu'ils peuvent aller récupérer des features au travers de ces données, donc des features qui vont être utilisées dans un modèle. Là encore, on croit énormément au fait que les données ont un cycle de vie. Le cycle de vie ne s'arrête pas juste potentiellement l'analytics, mais qu'elles pourraient être utilisées pour faire des modèles, pour faire de la prédiction. Donc on inclut ça dès le début en fait dans la partie de la qualité de données parce que la qualité de données va être vitale à la qualité du modèle derrière. Donc ce qu'on cherche au travers des features, c'est comment est-ce qu'on peut générer des features automatiques à partir de ces données. Donc on a une recette qui a été livrée, je crois, dans la dernière version, en 12, qui permet justement de générer des features de manière automatique pour être réutilisées dans les modèles. Donc on est toujours dans la découverte de se dire, ok, j'ai des données, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser, qu'est-ce que je vais pouvoir réutiliser. Donc ça, c'est la partie découverte. Après, une fois qu'on a découvert, on se rend compte qu'il y a des problèmes, donc il faut fiabiliser. Fiabiliser ou rendre ces données de confiance et comment est-ce qu'on va arriver à faire ça. Donc ce qu'on entend, parce que là encore, fiabiliser, ça peut être notre définition chez Dataiku, mais on essaie d'écouter les clients et d'écouter ce qu'ils cherchent à faire et quels sont les problèmes qu'ils cherchent à résoudre. Donc une des questions, c'est cette histoire de le faire ensemble. De le faire ensemble, pas parce qu'ils se disent, parce que nos users sont purement altruistes et qu'ils se disent je veux régler un problème avec tout le monde. C'est juste qu'en fait, la communication aujourd'hui sur les problèmes de data quality généralement passe par des Slack, Teams, messages en disant j'ai un problème, mon dashboard ne marche pas, c'est pas la bonne donnée. Et donc derrière cette communication parfois agressive ou on va dire pas forcément en ligne, enfin pas forcément agréable, il y a la nécessité de se dire, OK, il y a un problème de data qualité, qu'est-ce que je vais faire et comment est-ce qu'on peut le régler ensemble. Donc il y a vraiment ce concept de comment est-ce que je fais intervenir les besoins des business users en amont et comment je communique là-dessus. Après, il y a la partie data préparation. Alors la partie data préparation, c'est un exercice qui est plutôt long, enfin qui peut être long, en fonction de la qualité de la donnée. Donc comment la simplifier, comment la rendre plus efficace. Ça, on va voir que là-dessus, avec tout l'aspect LLM, Generative AI, il y a une opportunité assez incroyable qui s'ouvre à nous de pouvoir simplifier ou accélérer, on va dire, la data préparation. Et après, il y a toute la partie comment est-ce que les données que je vais fiabiliser, comment je peux être sûr de les fiabiliser pour qu'elles soient utilisées dans des modèles et donc qu'elles rendent le modèle plus efficace. On en revient, on a toujours cette optique-là, même si mon focus est principalement de data management chez Dataiku, on a quand même l'objectif de se dire la donnée peut être utilisée dans un modèle. Donc il ne faut pas oublier ce cycle qui est, et qu'on pousse, qui est la prédiction est quelque chose qui est très facile à faire, donc pourquoi s'en empêcher? Donc là-dessus, là encore, on a un certain nombre de fonctionnels. Alors après, ça, c'est pas nouveau, mais tout le concept du projet et du flow dans Dataiku, qui est l'environnement de collaboration des différents utilisateurs, qui permettent en fait de tous les mettre sur le même canevas pour voir ce qui se passe sur la donnée, pour pouvoir préparer la donnée ensemble et pour pouvoir à la fin
opérationnaliser ça. Donc le flow va être vraiment là où les codeurs peuvent faire des recettes de code, s'ils veulent faire des recettes de code. Les non-codeurs peuvent faire des recettes visuelles. Mais à la fin, chacun peut faire sa recette sur sa partie du flow et combiner l'ensemble pour avoir un résultat de haute valeur. L'idée n'est pas forcément de se dire on va séparer les codeurs et les non-codeurs, parce qu'à la fin, il va bien falloir qu'ils se rassemblent et qu'ils fassent un pipeline qui soit opérationnalisé. Donc là, ce qu'on cherche chez Dataiku, c'est vraiment au travers de ce flow, c'est de mettre tous ces utilisateurs qui n'ont qu'un objectif, alors je dirais peut-être pas une envie, mais qui n'ont qu'un objectif, c'est d'avoir de la donnée de qualité pour générer de la valeur, de les faire collaborer ensemble pour pouvoir opérationnaliser. Et l'opérationnalisation reste, on va dire, la valeur intrinsèque. C'est que si on n'opérationnalise pas, potentiellement le flow il sera obsolète ou personne ne va l'utiliser. On a vraiment aussi cet objectif de se dire la valeur va venir au moment où ce sera opérationnalisé. Le deuxième point, c'est la partie data préparation. Donc c'était un peu ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de recettes visuelles, on en a encore en tête, on a plein d'idées, on est très créatif. Et on a aussi des recettes de code pour faire de la data préparation. Le petit plus où vous avez sûrement dû voir des vidéos, ou vous pouvez aller sur le site voir des vidéos, c'est ce qu'on appelle le AI Prepare. Donc c'est l'aspect Generative AI qui aujourd'hui nous apporte, on va dire, un accélérateur assez fort dans la data préparation. Les visuels, les recettes qui sont là, pour des utilisateurs, on va dire, non techniques, mais qui connaissent les structures des tables, enfin qui s'y connaissent déjà un peu, c'est très efficace. En revanche, avec l'aspect AI Prepare, on va pouvoir commencer à interagir avec la donnée, ou avec ce qu'on veut faire avec la donnée, en langage naturel. Alors là encore, on ne promet pas la magie de mets mes données, sécurise mes données ou fiabilise mes données et tout va se passer tout seul. En revanche, le produit étant riche et proposant un certain nombre de fonctionnalités pour aider à préparer la donnée, ça va permettre de le découvrir d'une meilleure manière. Donc de se dire, est-ce que tu peux me prendre cette colonne, enfin m'enlever les lignes vides, est-ce que tu peux me faire l'âge moyen des gens par rapport à leur date de naissance, et de pouvoir, on va dire, interagir et générer les steps. Donc là encore, l'idée, c'est pas forcément que tout se passe magiquement, mais c'est que générer les steps de préparation qui vont permettre de vérifier que ça correspond bien au résultat qu'on va avoir. Donc ça nécessite quand même une certaine connaissance technique. Et donc de pouvoir aller beaucoup plus rapidement dans la génération de ces steps. Et c'est là où on voit, on espère enfin, qu'il y aura une amélioration, on va dire, de l'expérience. C'est qu'au travers de cet aspect, c'est qu'on pourra générer plusieurs steps en même temps. Donc faciliter, donc aller plus vite dessus. Et je vous encourage, pour le moment c'est encore en private preview, mais je vous encourage à l'utiliser, parce que plus on verra l'utilisation de cette histoire-là, plus on sera capable d'identifier quelles sont les requêtes qui sont demandées à la donnée. Là, c'est encore enfin, je peux le dire, hein, mais au niveau product management, c'est encore un grand inconnu de, si on vous donne ça tout de suite, qu'est-ce que vous tapez dedans? Est-ce que vous tapez des choses très très précises en disant prends-moi la colonne en dollars et convertis-la en euros, ou alors c'est j'en sais rien, identifie les problèmes de qualité et résous-les. Et en fait, en fonction de ce que vous allez demander, nous on va forcément essayer d'adapter, et comment savoir est-ce qu'on peut s'adapter à tout ça. Donc pour nous c'est une grosse accélération, c'est pas de la magie, je répète, faut savoir ce qu'on fait. Mais on y voit, on va dire, un axe d'amélioration et d'accès aux fonctionnalités de Dataiku de manière plus facile. Et le dernier point, j'en reviens toujours, il ne faut pas l'oublier, c'est comment est-ce qu'on peut faire du feature engineering sur les données. Donc là, on passe vraiment dans le mode lab, et comment est-ce qu'on peut générer, enfin, comment est-ce qu'on peut tuner les features dont on va avoir besoin dans le modèle. Et tout ça dans la même plateforme, tout ça dans le même flow, avec la collaboration du data engineer, du data analyst low code, du data analyst codeur, du data scientist qui fera un modèle, et à la fin générer, on va dire, la valeur ultime du flow, et qu'on pourrait documenter au sein d'un data product ou autre type de concept de ce style. Donc là, on a fiabilisé les données. Normalement, on peut se dire qu'on a pas mal travaillé, on a des flows plus ou moins complexes, on a un pipeline qu'on est capable de personnaliser. Une fois qu'on a fait ça, va bien falloir qu'on s'assure que ce qu'on a fiabilisé
le reste et commencer à partager. Donc pareil, là encore, on n'a rien inventé dans l'histoire. Hein. L'idée, c'est une fois qu'on sait comment est-ce qu'on va opérationnaliser la livraison de données de qualité, donc en continu, quand il y a des updates, quand il y a des mises à jour de table, quand il y a des nouvelles données qui rentrent en compte, qui rentrent dans le pipeline, comment est-ce qu'on s'assure de ça? Donc ça, c'est déjà un premier point, parce que l'exercice a été fait une fois, on n'a peut-être pas envie de le refaire. Comment est-ce qu'on peut partager les données fiabilisées? Alors, il y a deux histoires là-dedans. Il y a le concept de partage et il y a le concept de indiquer qu'elles sont fiabilisées. C'est, on va dire, deux choses, certes, qui sont dans la même phrase, mais le partage, c'est facile. Remplir un data catalogue de centaines de tables en disant « mais vous inquiétez pas, il y a le schéma qui est juste là, c'est super facile ». Malheureusement, ce n'est pas très utilisable pour quelqu'un qui ne connaît pas les tables. Donc, la partie, c'est comment est-ce qu'on communique qu'elles sont fiabilisées et comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on peut être utilisé. Et ça va être un axe différenciateur de se dire, je ne cherche pas les données par rapport au nom de la table ou aux colonnes qui sont dedans, mais je cherche les données par rapport à potentiellement l'usage dans lequel elles sont utilisées, potentiellement le pipeline, potentiellement le projet. Donc avoir un peu de contexte là-dessus. Et donc, justement, il y a aussi le côté de j'ai fait un super boulot sur mes données, j'ai un dataset que j'ai utilisé, parce que là encore, faire un dataset pour le plaisir de faire un dataset, ça n'a pas forcément de sens, mais que j'ai utilisé pour mes analytics sur, j'en sais rien, moi, sur les ventes du dernier quarter. Je suis prêt à le partager et je suis prêt à ce qu'il soit réutilisé, voire enrichi par d'autres personnes. Donc comment est-ce que je m'assure que d'une certaine manière, l'effort que j'ai mis et l'opérationnalisation que j'ai pu mettre derrière, ce soit réutilisé. Donc ça, c'est trois problématiques, bien sûr. Puisqu'on a trois problématiques, on a trois réponses. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle dans Dataiku, ce qu'on appelle les metrics and checks qui sont au niveau du dataset. La bonne nouvelle que j'ai, c'est que d'ici quelques mois, on va comment dire, les améliorer, même plus que les améliorer, mais on va passer au concept de data quality rules. C'est-à-dire qu'on va vouloir vraiment avancer sur ce sujet de qualité de données, donc avoir des règles de qualité de données qu'on puisse appliquer au dataset, toujours au même niveau de dataset, et qu'on puisse monitorer tout ça au niveau du dataset, du projet et potentiellement de l'instance. Donc on va aller à un niveau supplémentaire qui est de se dire les metrics and checks aujourd'hui sont très techniques dans le sens où on peut aller inspecter la colonne, on peut même faire du code, on peut faire plein de choses, on va garder cette flexibilité-là, mais la mettre plutôt dans un concept de DQ monitoring ou de DQ rules, donc avoir des règles potentiellement réutilisables et partageables, et surtout avoir du monitoring dessus. Donc se rendre compte que, alors pas sur tous les datasets, puisque vous pouvez en avoir des milliers, mais sur les datasets les plus importants, comment est-ce que vous allez savoir ou garder la qualité de ces datasets. Et s'il y a un problème, remonter un warning, remonter une erreur, remonter une alerte. Et ça va être vital dans le partage, parce qu'à partir du moment où on partage, on a envie d'être sûr que ce qui nous a été partagé reste de bonne qualité. Et comment est-ce qu'on le sait? Faut qu'on ait d'une certaine manière une information dessus. Et donc c'est là la deuxième étape, c'est la partie partage. Alors sur la partie partage, aujourd'hui dans Dataiku, on a plusieurs systèmes en fonction de l'approche. On a le système de Feature Store, on a un système de Data Catalog. Les deux sont d'une certaine manière similaires en termes de fonctionnalités techniques, mais l'approche est différente, dans le sens où aujourd'hui, dans un Data Catalog, je cherche un dataset de bonne qualité. Comment est-ce qu'il a été généré? Ça m'intéresse, mais c'est peut-être pas forcément l'élément vital. Dans un Feature Store, je vais avoir besoin des features qui ont été générés, et j'ai aussi besoin de pouvoir reproduire la manière dont ils ont été générés. Donc au final, ce sera le projet, mais on va dire que l'approche est un petit peu différente. C'est pour ça qu'on a deux approches là-dessus. Donc ce qu'on veut faire au travers du catalogue, c'est autoriser un steward à publier ces données au travers d'un data catalogue dans Dataiku. Alors je pense que certains ont en tête déjà ici, mais j'ai déjà un data catalogue, je n'ai pas besoin de ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Notre objectif ici n'est pas de construire le data catalogue de votre système d'information, parce qu'il est bien plus grand que les datasets qu'il y a dans Dataiku. En revanche, notre objectif, c'est des utilisateurs qui sont dans Dataiku et qui potentiellement ont besoin de réutiliser des choses, ils passeront plus rapidement par le data catalogue, ils ne changeront pas d'interface, ils se partageront ça de manière plus facile. Donc c'est ce qu'on cherche à viser. En revanche, on a une intégration
possibles et faites par un certain nombre de clients avec les Enterprise Data Catalog du marché et qui est très efficace. Mais là, juste pour préciser, notre objectif ici, c'est les utilisateurs qui collaborent au travers de Dataiku, comment est-ce qu'on peut les aider à découvrir ce que font les autres et le réutiliser. Et le dernier point, c'est la partie partage, ou la réutilisation des choses qui ont été faites. C'est comment est-ce qu'on peut réutiliser d'un projet à un autre ce qui a déjà été fait. Donc on a, là encore, tout un système de partage au travers de Dataiku avec des requêtes où on peut demander le partage d'un dataset dans le projet et avoir cette visibilité-là. Donc l'étape ultime serait de se dire, je vais dans le data catalog, je vois les résultats de data quality du dataset, le dataset m'intéresse, je vois les DQ rules qui sont dessus, je me dis, ah, il est pas mal. En plus, il a un niveau de data quality qui m'intéresse. Et ben, je demande son accès, je l'importe dans mon projet. L'owner, le steward sait que je l'ai importé dans mon projet, donc le jour où il veut casser une colonne ou autre, il ira m'avertir s'il est suffisamment sympathique. Et moi, je peux continuer à surveiller la qualité de données qui est générée, et donc pour mon pipeline qui suit après. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, et aujourd'hui, le challenge, enfin, là où on voit de la valeur, c'est dans cette collaboration, et potentiellement, pourquoi pas, puisque dans le data catalog, la qualité de données est là, que l'utilisateur qui va peut-être le consommer se dise, attends, tu pourrais rajouter quelque chose, ou alors rajouter lui-même des data quality rules, mais reprendre la qualité de données au fur et à mesure du pipeline. Là encore, je sais que sur le marché, il y a des outils de data observability qui sont généralement complémentaires aux outils de data cataloging, qui sont très bien, mais qui sont positionnés un tout petit peu différemment, dans le sens où eux, ils font un snapshot, ils font clac, et ils regardent ce qui se passe, et ils voient où ça en est. La manière dont on positionne la qualité de données chez Dataiku, c'est on veut pouvoir agir s'il y a un problème. Donc c'est complémentaire de ces outils-là. Mais ce qu'on cherche à faire ici, c'est de se dire, ah, il y a un problème de data quality, je vais le fixer. Où est-ce que je vais le fixer? Dans le pipeline. Donc être le plus rapide à pouvoir fixer tout ça. Donc pareil, un peu comme les data catalogues, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est compétiteur, mais plutôt complémentaire. Et vous l'avez vu, et je l'ai plutôt répété, on cherche à améliorer l'expérience utilisateur des users qui sont dans Dataiku. On attaquera peut-être tous les autres après, mais ce sera une autre histoire. Mais on cherche vraiment à améliorer ça et à rendre à livrer de la valeur le plus possible à ses utilisateurs. En résumé, normalement j'ai été assez clair, j'ai répété plusieurs fois les mots. En résumé, ce qu'on considère vraiment et ce qu'on cherche à faire, c'est la qualité de données en équipe, donc la collaboration, l'opérationnalisation. Et après, il y a toujours les trois aspects, c'est découvrir les données, la découverte de la donnée, la fiabilisation de la donnée et le contrôle et le partage. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il y a dessus, mais aujourd'hui, la plateforme offre beaucoup de choses. Comme je le disais, dans la roadmap d'ici on va dire d'ici quelques mois, en Q1 de l'année prochaine, on aura une nouvelle étape sur la partie Data Quality Rules et Data Quality Monitoring, qui, je pense, contribuera à cet effort sur la data qualité et sur tout ce que vous pouvez faire comme valeur autour de Dataiku. Et j'arrive à la fin, et j'ai 10 minutes d'avance, ce qui vous permet de prendre une pause plus longue. Si vous avez des questions, je suis...